Bonjour Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir et de commenter avec nous notre étude sur la perception des conditions de travail et de l'engagement des sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires, professionnels et des personnels administratifs et techniques des SDIS. À travers votre vision fédérale et également votre expérience de pompier volontaire, votre témoignage nous permettra de comprendre la perception des sapeurs-pompiers volontaires sur les enjeux de santé et de qualité de vie en service et de conforter ou d'infirmer les résultats des données que nous avons compilées dans les enquêtes de qualité de vie en service que nous avons réalisées ces dernières années. Globalement, avec une note de 6,4 sur 10, le niveau de satisfaction exprimé par les sapeurs-pompiers volontaires dépasse d'1 point celui des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques. Quelle est votre analyse de ce résultat plutôt encourageant, eu égard à la satisfaction globale donc des SPP, des PATS, voire même de la fonction publique territoriale dans son ensemble? C'est un retour qui me paraît logique. Les sapeurs-pompiers en France sont organisés à la fois avec des fonctionnaires territoriaux, qui sont les sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi les personnels administratifs et techniques, qui en ont fait de leur métier. Et je pense, comme tous les métiers, il peut y avoir une usure ou une habitude répétée qui peut paraître dans ce type de questionnaire. Le sapeur-pompier volontaire, lui, en plus de son activité professionnelle, en plus de ses loisirs et de la vie de famille, va venir sur un temps dédié faire cette mission de secours aux personnes. Donc il a une action de volontaire dans le sens large du terme, donc forcément il est beaucoup plus allant d'aller assurer la fonction. Quels enseignements en tirer alors que les difficultés de recrutement persistent au sein des SDIS? Aujourd'hui, on a une adaptation de la société. Pourquoi ? Parce que le monde des sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, sont une émanation de la société qui aujourd'hui est une société de consommation. On vient consommer un engagement comme dans le milieu associatif, comme dans la vie quotidienne. On parle pas forcément de problème de recrutement du sapeur-pompier volontaire, mais plutôt de la disponibilité et de la durée du temps d'engagement. Ce qui est vrai pour les volontaires, là aussi chez les professionnels, puisqu'on a certains pompiers professionnels qui ne trouveront plus le sens pour lequel ils s'étaient engagés il y a quelques années, quittent aussi la profession et vont effectuer d'autres métiers. Lorsqu'ils sont interrogés sur leur état d'esprit en début de journée, un tiers des sapeurs-pompiers volontaires se disent motivés et 20% enthousiastes. Comment peut-on consolider la motivation et cet enthousiasme qui anime le volontariat et ainsi prolonger la durée d'engagement, diminuer le turnover et les départs anticipés? L'enthousiasme et la motivation, elle va se trouver dans la mission que va effectuer le sapeur-pompier. Bien souvent, le sapeur-pompier volontaire est plutôt dans un secteur à plus faible activité et engagé sur de la mission qui doit rester encore de la mission d'urgence, ce qui est moins le cas en zone urbaine. Et forcément, le collègue professionnel, parce qu'il perd cette qualité, entre guillemets, ce pourquoi il s'est engagé, de la mission d'urgence au sens du terme, et fait plutôt de la mission secondaire, voire de l'assistanat. Et ça peut aussi démotiver des sapeurs-pompiers professionnels. Par ailleurs, la qualité des relations est un moteur pour les sapeurs-pompiers volontaires, que ce soit les relations au sein du SDIS, qu'elles soient hiérarchiques ou pas hiérarchiques, lors des manœuvres ou des exercices, et bien sûr avec les usagers du service public. Au regard de ces deux items, donc la motivation et la qualité des relations interpersonnelles, quels sont les éléments de fragilité et de rupture qui peuvent affecter les sapeurs-pompiers volontaires dans leur engagement? L'échange entre collègues est très important. Pourquoi ? On va gérer de la mission d'urgence sur des personnes en difficulté, soit sur des feux, soit sur du secours aux personnes. Et on a besoin de cette unité et de manière à amener un peu de sérénité sur l'intervention. Cette sérénité, l'impact qu'on peut avoir d'une intervention va forcément rejaillir en caserne après l'intervention. Et cette relation humaine est indispensable au bon fonctionnement, en tous les cas, à faire aussi que le sapeur-pompier puisse durer dans le temps sur son engagement et de ne pas trouver de la démotivation, voire plus d'avoir de l'impact psychologique. Une politique QVS
adaptée et spécifique au volontariat est-elle envisageable ? Qui est volontaire a déjà un métier sur lequel il est bien souvent sensibilisé par cette qualité de vie en service. Dans une caserne, notamment en dehors de l'activité opérationnelle, il existe aussi les amicales de sapeurs-pompiers qui contribuent aussi justement à améliorer cette qualité de vie au quotidien sur des temps dédiés aussi purs sur l'associatif et qui permet de créer cette cohésion d'échange et aussi d'avoir vraiment cet esprit de fraternité au sein de nos casernes. Les résultats de l'enquête montrent un fort investissement des sapeurs-pompiers volontaires. Et pour plus de 8 sapeurs-pompiers volontaires sur 10, cet investissement n'est pas incompatible avec leur capacité à concilier vie professionnelle et vie privée. Ce n'est pas vraiment le discours qui remonte aujourd'hui des centres de secours vers les services de la direction et peut-être même d'ailleurs vers la Fédération nationale. Y a-t-il cohabitation avec deux réalités ? Celle des SPV en difficulté et d'autres qui régulent de manière individuelle les contraintes qui sont liées à leur engagement. Autre question, y a-t-il peut-être surinterprétation des difficultés de certains SPV à concilier vie professionnelle et privée ? Aujourd'hui, le sapeur-pompier volontaire, sa première des préoccupations, c'est la disponibilité. Alors, disponibilité pour le temps de formation, qui est un peu plus facile à programmer puisque par vocation, on va déterminer un temps et ça c'est programmable. Je passe notamment avec l'employeur et aussi avec la vie de famille. La difficulté réelle, c'est sur la réponse opérationnelle. Quand vous allez être bipé à un instant T, de manière à se libérer et partir en intervention, là c'est aujourd'hui la vraie difficulté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on ne remplit pas que de la mission d'urgence et qu'un employeur qui lui a besoin de faire tourner son entreprise, voire même une collectivité territoriale, veut bien libérer le sapeur-pompier volontaire, à condition que ce soit pour de la mission uniquement d'urgence. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels on doit aujourd'hui s'adapter, puisqu'on répond à la fois aux carences de désertification médicale, on répond aussi à l'éloignement des services d'urgence, donc des transports beaucoup plus longs en ambulance, et en plus, on a l'impact environnemental qui aujourd'hui nous met de plus en plus d'interventions sur le terrain sur des luttes contre des orages, contre des problématiques d'inondation, sur des problématiques de feu d'espaces naturels qui sont très chronophages en termes de ressources humaines. Donc oui, on a bien sûr un impact et en fonction de l'activité forte ou pas opérationnelle du sapeur-pompier volontaire, c'est plus ou moins facile à s'organiser. Plus de 8 sapeurs-pompiers volontaires sur 10 estiment que leur engagement n'a pas d'impact sur leur santé physique et mentale. Que vous évoquent ces chiffres, pour le moins éloignés du ressenti des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques. Est-ce qu'on peut parler des types de missions différents ? Est-ce que c'est fonction du nombre de sorties, d'un contexte ? Quel est votre avis sur le sujet ? Sur ces deux types d'impact, l'impact physique, il est forcément augmenté avec le nombre d'interventions. Un sapeur-pompier professionnel, dont c'est le métier, a forcément vocation à intervenir beaucoup plus souvent qu'un sapeur-pompier volontaire et donc malheureusement va subir plus vite les effets physiques. Vous avez des effets d'exposition liés aux fumées, etc. Et donc forcément on aura un phénomène accélérateur entre guillemets quand c'est sa profession. Sur l'aspect psychologique, je pense qu'il y a une équivalence. Il est lié notamment à ce qu'on peut rencontrer en intervention, du type d'intervention et être professionnel ou volontaire sur l'impact psychologique est vraiment lié forcément à ce qu'on va vivre en intervention, la façon du ressenti, la façon aussi de sa vie personnelle. Vous faites par exemple une intervention sur un enfant, si vous avez un enfant de même âge, vous êtes forcément plus impacté qu'une personne qui va être célibataire. En extrapolant, puisque l'activité de sapeur-pompier n'a a priori pas d'impact négatif, nous serions presque en droit d'envisager qu'être sapeur-pompier invite à prendre soin de soi et à faire plus attention à sa santé. Cela ne déconstruit-il pas certaines images désuètes du SPV versus le héros
héros sauveurs. Et n'y aurait-il pas une évolution du volontariat qui certes reste toujours un acte altruiste, néanmoins peut-être moins porté vers la vie locale ou son territoire et plus porté sur un épanouissement personnel. Qu'en pensez-vous? Déjà, il n'y a pas de héros chez les sapeurs-pompiers. Il y a des femmes et des hommes qui s'engagent bien souvent dans leur village pour aller aider et secourir les habitants. Donc je resterai quand même un peu plus modéré sur les non-impacts parce que quoi qu'il en soit, c'est aussi quand même un engagement physique, psychologique et probablement quand même quelques impacts. Mais ça ne joue pas, à mon avis, sur l'engagement. La qualité de vie en centre de secours et la qualité des relations interpersonnelles sont très importantes pour les sapeurs-pompiers volontaires. Pour 1 sur 2, la cohésion d'équipe est insuffisante. Cette même proportion estime que la vie au centre, les aspects organisationnels sont source de conflits et par conséquent d'insatisfaction. Comment améliorer la qualité des rapports sociaux au sein des SDIS? Réunir des femmes et des hommes, c'est potentiellement une source de conflit. C'est naturel, c'est pas réservé, je dirais peut-être malheureusement que dans le monde sapeur-pompier, c'est en général dans le monde du travail. Mais c'est par des séquences, par exemple, de sport, de manœuvres, d'échanges sur des formations, vraiment sur de l'échange plutôt de techniques opérationnelles qui permettent d'avoir ce temps de cohésion. C'est la prise du café le matin, la prise du garde, qui permet de faire passer des messages informels et d'avoir ce temps de partage vraiment qui crée cette cohésion. C'est le temps du repas qui doit être partagé entre les collègues, c'est le temps des soirées, pas forcément d'aller s'isoler dans sa chambre devant son smartphone ou devant son téléviseur, mais c'est vraiment ce temps d'échange qui doit permettre aujourd'hui, comme auparavant d'ailleurs, de créer ce lien et qui se retrouve de toute manière sur intervention. Et est-ce que selon vous, il est envisageable et opportun de rendre certains centres de secours, notamment ceux qui comprennent énormément de volontaires, les rendre plus autonomes et plus responsables? Un centre de secours, il a pour vocation d'être commandé par un chef de centre. J'ai bien utilisé le terme de commandement et pas de management. Et le chef de centre doit pouvoir impulser une gestion forte dans son centre de secours, de gérer l'ensemble de ses personnels, qu'ils soient professionnels, volontaires, personnel administratif et technique. Et c'est son rôle au chef de centre. C'est son rôle, par le commandement et par la gestion du centre, de venir créer cet esprit de cohésion. Il faut qu'on lui donne aussi les moyens. Il faut laisser de la souplesse à nos chefs de centre pour qu'ils puissent commander son centre de secours et pas être simplement une courroie de transmission, soit entre les femmes et les hommes du casernement et vers nos directions. Mais il doit avoir aussi cette partie d'autonomie de gestion et les moyens de pouvoir le faire. Justement, pour aller plus loin, vous parliez de management et de commandement. Est-ce qu'on doit faire évoluer les pratiques managériales justement dans les centres de secours en faveur de la QVS? Je pense qu'il y a 2 temps. Vous parlez de management, vous parlez de commandement. Hors intervention, on est sur du management de personnel. En intervention, on est sur du commandement, puisqu'on a un facteur temps qui est très court, on a des décisions très rapides à prendre. Lorsqu'on est en train de faire un sauvetage avec une personne qui est aux fenêtres avec les flammes, on n'a pas le temps de réunir un groupe de travail et de réflexion. Donc on est dans l'action de commandement. Il y a un chef, qui est le commandant des opérations de secours, qui doit assumer ses décisions et ses responsabilités, et qui doit donner des actions claires, nettes et précises. Et de toute manière, les femmes et les hommes qui servent nos engins attendent ces ordres très clairs pour pouvoir être en action efficace et immédiate. Pratiques managériales doivent-elles évoluer? Oui, bien sûr. On a une société qui évolue. Notre jeunesse n'est pas celle d'hier, etc. Et on doit s'adapter aussi aujourd'hui aux nouvelles contraintes de cette société qui a une vision différente de ce qu'on a pu porter, qui est une société un peu plus consommatrice. Et on doit apprendre à gérer cette nouvelle génération notamment. Très bien. Merci, Président. Merci à vous.